Luffy continue de dévoiler toute l'étendue de son Gear 5. Après avoir conféré la propriété du caoutchouc à son environnement et avoir atteint la taille d'un géant, il parvient aujourd'hui à capturer les éléments intangibles tels la foudre pour l'abattre sur Kaido. Cette nouvelle compétence dévoile un nouveau et incroyable parallèle entre One Piece et la mythologie grecque qui pourrait cacher un étonnant dénouement dans le combat de Kaido et Luffy. Zoro réapparaît pour la première fois depuis plusieurs chapitres, toujours inconscient mais bel et bien vivant, et cette simple confirmation pourrait nous permettre de comprendre qui était la faucheuse et par-dessus tout pour quelle raison s'est-elle présentée face au nouveau roi des enfers. Yo les bros, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 1046 de One Piece. Installez-vous bien et préparez-vous car Luffy et Zoro seront très largement à l'honneur de cette vidéo pour notre plus grand plaisir. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons cette review. Ah oui, au fait, avant de retourner sur Onigashima, on va faire une brève halte sur Teyvat. Allez. Parti. C'est ici que commence notre aventure dans Genshin Impact. Élu et primé à plusieurs reprises par de grandes cérémonies du monde des jeux vidéo, meilleur jeu mobile 2021 qui s'octroie un magnifique score de 9 sur 10 sur le prestigieux site IGN, partez à la découverte de ce monde fantastique et ses 7 régions avec leur propre culture, architecture et personnages où les éléments règnent en roi. Laissez-vous transporter par la beauté de cet univers, l'ambiance qui y règne embellie par son style graphique parfaitement adapté et maîtrisé, ou bien même par ses musiques douces, orchestrales et épiques. Immortalisez ces moments et partagez-les en prenant des photos spéciales des plus belles scènes et de vos personnages les plus gracieux. Mais attention, n'oubliez pas la menace des éléments qui pèsent sur vous. Créez votre équipe, composez la meilleure configuration possible avec de nombreux personnages au pouvoir unique et possédant l'un de ces éléments dévastateurs. Grâce au nouveau patch 2.6 ajoutant une tonne de nouveaux contenus additionnels, vous pourrez également avoir la chance de débloquer le grand Kamisato Hayato et sa maîtrise élémentaire de l'eau surpuissante. Et justement, que ce soit l'eau, le feu, la terre, la nature, la glace, la foudre ou même le vent, combinez la puissance de ces éléments pour créer des réactions et des combos destructeurs et ainsi venir à bout de vos plus redoutables ennemis. Qu'ils arpentent le monde ouvert dans lequel vous allez évoluer ou bien qu'ils soient des boss de donjon, battez-les et récupérez de nouveaux objets à équiper pour améliorer davantage votre puissance. Interagissez avec le monde ouvert, réalisez des quêtes, trouvez des trésors, accomplissez des succès et levez le voile d'ombre qui plane au-dessus de Teyvat en résolvant ses mystères les plus sombres. Téléchargez le jeu en passant par le lien en description et profitez du code cadeau qui s'affiche à l'écran pour récupérer 60 primogèmes et 5 expériences de l'aventurier. Laissez-vous bercer par la poésie de cette aventure, écrivez votre propre histoire, dépassez vos limites et créez la meilleure équipe dans Genshin Impact. Nous allons garder le meilleur pour la fin, alors commençons avec Reizo et son fameux plan. Mentionné pour la première fois au chapitre 1041, Reizo disait avoir un plan ou du moins des préparatifs à mettre à exécution. Reizo nous a dévoilé une capacité de prédiction assez phénoménale puisque lors de sa présence sur Zou, il a récolté l'eau utilisée par l'éléphant pour se laver grâce au pouvoir de son Maki Maki no Mi. Souvenez-vous, Reizo a mangé le fruit du démon des rouleaux qui lui permet de stocker des attaques dans ces derniers pour les réutiliser plus tard. Il nous aura démontré cette capacité pour la première fois face à Kaido en lui renvoyant son Borobresse. Aujourd'hui, cette technique lui permet ironiquement de contrer le feu se propageant à l'intérieur d'Onigashima qui est devenu une plus grande menace que les empereurs eux-mêmes. Ainsi, grâce à Jinbei et sa maîtrise des courants aquatiques, Reizo et ce dernier parviennent à invoquer et manipuler l'eau récupérée plusieurs semaines auparavant et ainsi sauver Onigashima des flammes. Alors personnellement, je trouve ça vraiment très bien foutu. Ça paraît peut-être un peu facile que, comme par hasard, un fourreau rouge qui en plus a le pouvoir de stocker les éléments anticipe le retour du scénario château en feu, mais c'est pas vraiment ce qui me dérange le plus, c'est plutôt le fait que Oda avait tous les moyens d'en faire un foreshadow sur Zou pour teaser ça, mais ne l'a pas fait. Ça aurait rajouté un grand charme et intérêt à ce chapitre et à l'action du samouraï. Outre ce regret, et comme je le disais, j'ai beaucoup aimé ce duo improbable qui est Reizo et Jinbei, et j'apprécie d'autant plus ce fourreau rouge qui est démontré être de très loin le plus sensible parmi les samouraïs. Le traumatisme du feu consumant son fief, la culpabilité de ne pas avoir le pouvoir d'agir, ça humanise encore plus les loyaux vassaux d'Oden Kozoki. Maintenant, je ne peux m'empêcher de penser aux conséquences qu'aura ce flux d'eau impressionnant. N'oublions pas qu'Onigashima détient le record du nombre d'utilisateurs de fruits du démon sur une seule île. Entre les smiles et les supernovas, ce torrent d'eau, bien qu'éteignant les flammes, pourrait aussi et surtout emporter un grand nombre d'utilisateurs de fruits du démon et ainsi avoir un double tranchant. C'était une partie relativement courte, je n'avais pas spécialement à dire dessus, cependant la prochaine risque d'être plus palpitante puisqu'elle concerne directement un Mugiwara aux portes de la mort, Zoro. Depuis le chapitre 1038, le sort de Zoro n'a jamais été autant incertain. Après avoir rencontré la faucheuse en personne, toutes ses apparitions le montrent dans un état absolument déplorable comme on ne l'a jamais vu. Étant donné que je n'en ai pas encore parlé sur la chaîne, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé et surtout de ce qui peut se passer par la suite pour Zoro. Dans le chapitre 1017, Lemmings propose à Chopper d'inoculer à Zoro un remède de super établissement afin de lui permettre de retourner plus vite au combat. Bien sûr, un tel avantage entraîne un effet secondaire encore plus imposant qui est de littéralement multiplier la douleur originale. Un médicament
médicament à double tranchant qui n'effraie pas Zoro, mais qui pourrait se révéler fatal vu l'état dans lequel il se trouvait et se trouve encore maintenant. C'est justement là tout le problème. Chapitre 1038, nous retrouvons Zoro conscient après sa victoire sur King, mais également accompagné d'une mystérieuse et terrifiante entité semblant prête à lui infliger le coup de grâce. Immobilisé et incapable de riposter, l'épéiste des Mugiwara semblerait prêt à mourir. Pour cause, l'entité se dressant devant lui n'est nulle autre que la faucheuse, la personnification de la mort, celle dont la seule présence signe également un voyage dans l'autre monde. L'apparition de ce monstre, coïncidant exactement après le supposé début des effets secondaires du médicament de Zou, laisse suggérer que ce soit lui les effets secondaires. Mais est-ce vraiment le cas? D'où vient cette entité et quel est son rapport avec Zoro? Zoro est indéniablement et indiscutablement le personnage le plus lié à la partie démoniaque de One Piece, que ce soit son introduction ou plus récemment son titre de roi des enfers. C'est surtout du côté de ces lames que l'aspect de démon prend tout son sens avec les Kitetsu, des lames réputées maudites, et Enma, la lame du seigneur des enfers. Sans omettre évidemment l'apparition d'Ashura qui est quand même la première matérialisation d'un démon dans l'univers de One Piece. La faucheuse pourrait être également une nouvelle matérialisation d'un démon, la personnification d'une lame ou d'une malédiction. C'est une possibilité à prendre en compte, l'apparition de cette entité sera alors le résultat de son combat et de l'éveil de ses lames, notamment Enma. Ce Shinigami serait alors la forme même de la lame que vient de dompter Zoro et ne serait pas là pour le tuer mais plutôt pour l'honorer et n'aurait aucun lien concret avec le médicament administré par les Minks. Au contraire, la faucheuse aurait sauvé Zoro. J'ai beaucoup de choses en tête concernant cette théorie, alors je vais tenter d'être le plus concis et explicite possible. Enma, dans les mythes et cultures de notre monde, existe en tant que roi des enfers bouddhistes. On pourrait donc croire qu'Oda, en nommant ainsi la lame d'Oden, fait un simple clin d'œil aux croyances de son pays. Cependant, le chapitre 1033 révèle que Kozaburo a délibérément donné le nom du roi des enfers à sa création, prouvant que dans la propre mythologie de One Piece, Enma existe et est connue. Mais ce n'est pas le seul aspect des enfers qui existe dans One Piece. Chapitre 825, Luffy frôle la mort en mangeant la peau empoisonnée d'un poisson en direction de Whole Cake Island. Étant mourant, il explique voir une magnifique rivière qui serait en réalité le fleuve des trois chemins. Également nommé Sanzu no Kawa au Japon, il s'agit d'une rivière mythique du bouddhisme, encore une fois, qui doit être empruntée par les âmes défuntes pour se rendre de l'autre côté, dans Ligan, là où se trouve le gardien du royaume des morts, Enma. Ce qui signifie que cet autre monde existe dans One Piece, le monde spectral. Ça nous a déjà été confirmé par Brook qui disait avoir voyagé dans le pays des morts, mais là, le doute en est encore moins permis. Mais alors, où ça nous mène? En quoi cela peut-il nous aider à découvrir ce qui est arrivé à Zoro dans sa rencontre avec la faucheuse? Eh bien, si on part du principe que ce n'est pas que l'imagination de Zoro et que cet être existe réellement, faisant partie du monde des morts dont je viens de vous prouver l'existence, ce qu'on voit là ne serait ni plus ni moins que l'incarnation de la lame d'Enma. On a tous pensé au premier regard qu'il s'agissait d'un effet secondaire du médicament des Minks, tout simplement car Oda a écrit le chapitre pour faire apparaître Zoro et la faucheuse pile à ce moment-là. Sauf que ça ne serait pas totalement le cas. Oui, Zoro était déjà aux portes de la mort après son combat contre les empereurs et contre King, et oui, le médicament des Minks qui lui a fait subir un contre-coup doublé de ses blessures pourrait lui être fatal, mais je pense justement que l'apparition de la faucheuse, la manifestation d'Enma, n'était non pas là pour emporter Zoro au royaume des morts, mais plutôt le laisser en vie. Le combat qu'il a mené contre King, tout juste avant l'apparition de la faucheuse, est loin d'être anodin et pourrait totalement justifier cette théorie. En effet, c'est contre King que la relation de Zoro et son sabre Enma a évolué. C'est ici qu'il a compris que ce katana était lié à lui depuis sa plus tendre enfance. C'est ici que le destin a joué un de ses tours, faisant réaliser à Zoro que cette épée l'a choisi lui et personne d'autre. C'est ici qu'il a réalisé comment la contrôler et ainsi qu'il a dévoilé son Haki des rois. Un Haki des rois qui a un sens très important puisqu'il permet de soumettre à sa volonté le gardien des enfers en personne, et c'est ainsi qu'il prendra son nom quelques chapitres plus tard, Zoro, le roi des enfers. Le démon que l'on a vu au chapitre 1038 ne serait alors, d'après ma théorie, que la représentation de Enma, venue non pas tuer Zoro, mais le reconnaître comme le nouveau roi. La conclusion du processus, la fin de l'épreuve qu'Enma a lancée à Zoro pour le considérer comme son maître, comme si finalement le futur meilleur épéiste au monde allait prendre sa place. Car je ne vous l'ai encore pas dit, mais le roi Enma a une petite particularité commune avec Zoro, il est borgne. L'histoire raconte qu'il a sacrifié son œil pour le donner à une vieille femme. Même si ce n'est pas le cas pour Zoro, Oda a peut-être voulu, depuis l'ellipse, nous montrer son lien avec le roi des enfers et la place qu'il aura après Wano Kuni, en passant de son physique jusqu'à ses pouvoirs. Une autre étrangeté qui pourrait aller dans le sens de cette théorie, c'est la cover du tome 102. Révélée il y a peu de temps, elle dévoile un Zoro avec le Haki des rois enduit sur ses lames, mais pas seulement, puisqu'une aura verte se dégage de ses trois épées. Cette aura partage le même aspect et la même palette de couleurs que celle de Brook, lui dont le vrai corps est une âme ayant voyagé dans le royaume des morts.
L'aura de Zoro, voire même son haki, aurait peut-être désormais le même aspect que l'âme de Brook après être devenu le nouvel Enma. Et l'apparence de la faucheuse que l'on voit utiliserait à son tour le même aspect et la même palette de couleurs que celle présente sur les lames de Zoro. Pour finir, dans ce chapitre, nous voyons très bien que Zoro est dans un piteux état, mais n'est pas mort pour autant, et c'est ce qui me conforte dans l'idée que la faucheuse présente n'était pas là pour lui faire du mal, auquel cas il ne serait déjà plus de ce monde. Et puis lui-même l'a dit, je ne laisserai personne me tuer, pas même la faucheuse. En effet, il a raison, la faucheuse n'était pas là pour le tuer comme on le pensait, mais plutôt pour lui accorder une seconde chance de mener à bien son nouveau rôle de roi des enfers. Ce n'est qu'une théorie, on verra si elle se réalise ou pas, car de toute façon, nous aurons la réponse dans très peu de temps. On en vient à la partie finale, la partie de Luffy contre Kaido. Je profite que vous soyez encore présents pour vous rappeler de liker cette vidéo si elle vous plaît, ça aide le développement de la chaîne, ainsi qu'à vous abonner pour ne rater aucune des futures vidéos. Merci beaucoup. Encore et encore, le combat continue sans jamais s'arrêter. Nous y retrouvons également une assez grosse répétition du scénario avec cette sensation qu'Oda repousse la scène finale de Wano Kuni pour une raison qui m'est inconnue. Zunisha a repris la parole et n'a rien dévoilé de particulier si ce n'est que le destin semble jouer un de ses tours après la réapparition de Joy Boy sur Wano Kuni. Yamato quant à elle révèle que Kaido s'affaiblit et que les nuages de flammes transportant Nigashima commencent à perdre en substance. Momonosuke doit donc bel et bien trouver une solution. En bref, pas de vent de fraîcheur de leur côté. Deux choses sont cependant très intéressantes. La première, un début d'explication de l'éveil des fruits du démon. D'après Kaido, l'éveil survient après que le corps et l'esprit parviennent à exploiter pleinement le potentiel de ses capacités. Même si ça paraît un peu flou, on retrouve exactement le concept de l'éveil bouddhiste qui se déclenche lors d'une parfaite synergie entre le corps et l'âme. Si Luffy a éveillé son fruit, ça serait grâce à la maîtrise du haki, donc du corps, incroyablement avancé qu'il a atteint sur Wano Kuni, ainsi que son esprit ayant lui aussi évolué pour laisser transparaître l'écho du cœur de Joy Boy. Plus précisément, pendant la période où Luffy s'est retrouvé inconscient, voire même mort, après le coup asséné par Kaido, il a dû entendre, voir ou comprendre quelque chose qui a mené à cet éveil du côté de son esprit. Et la deuxième chose, ce qui m'intéresse vraiment pour le coup et ce dont j'ai vraiment hâte de vous parler, c'est cette page finale. Luffy, grâce au pouvoir de son imagination, empoigne un éclair et s'apprête à attaquer Kaido avec. Une capacité propre au Gear 5 qui lui permet tout ce que son imagination lui permet, même de capturer les éléments. Tout d'abord, cela peut laisser place à de nouvelles attaques absolument uniques chez Luffy, comme manipuler le feu de ses mains, comme je le disais auparavant, l'air ou peut-être même l'eau. Tel un maître des éléments, il parviendrait à contrôler tout ce qui l'entoure, que ce soit tangible ou intangible, et cela démontre encore plus à quel point Luffy a un pouvoir phénoménal, et ce malgré l'aspect cartoonesque. Mais cette page finale de Luffy empoignant un éclair est bien plus symbolique qu'elle n'y paraît et ramène à un mythe grec très peu connu pour ceux qui ne s'y intéressent pas, l'histoire de Zeus contre Typhon. Et vous allez voir, le lien avec Luffy et Kaido est absolument stupéfiant. Zeus, le dieu suprême du panthéon grec, eut comme plus terrible adversaire le monstre nommé Typhon. Cette créature était la plus puissante qui soit, on lui donne comme titre l'ennemi des dieux ainsi que l'épithète au sans bête car aucun dieu autre que Zeus n'avait le courage de l'affronter. Pour cause, ce monstre avait le pouvoir de 100 animaux, 100 bêtes qui sortaient de ses cheveux et de ses épaules crachant du feu et aidant à incarner la peur même chez les plus valeureux guerriers. La force légendaire de Zeus ne suffit pas et Typhon lui arracha les tendons pour finalement le jeter en prison. Le roi des dieux n'avait pas dit son dernier mot et grâce à l'aide des moires, les divinités du destin ayant donné des fruits d'immortalité à Typhon qui l'ont en réalité affaibli, il est parvenu à vaincre le dragon en le foudroyant de son éclair. Il finit par enfermer Typhon sous un volcan, l'Etna, marquant la fin de son combat le plus difficile. Les plus assidus d'entre vous l'auront remarqué, les similitudes avec One Piece sont elles aussi monstrueuses. Le titre d'ennemi des dieux prêté à Typhon colle parfaitement à Kaido qui affronte actuellement Luffy incarnant le dieu solaire. L'épithète des 100 têtes de Typhon rappelle celui de Kaido aux 100 bêtes, tout comme leur apparence et leurs pouvoirs draconiques respectifs qui sont par ailleurs tous les deux considérés comme les plus puissants êtres du monde. Zeus perdit une première fois contre Typhon et a fini emprisonné tout comme Luffy a été en prison après avoir perdu contre Kaido. Et surtout les moires, les divinités tissant les fils du destin, mentant au Typhon au sujet des fruits le rendant immortel, faisant étrangement penser à Doflamingo, ses pouvoirs liés au fil, et fournissant à Kaido des fruits du Zoan artificiels qui cacheraient une très grande faiblesse. Pour finir, Zeus a vaincu Typhon avec sa foudre et Luffy dans ce chapitre a capturé un éclair avec lequel il s'apprête à attaquer Kaido. Les coïncidences sont, avouons-le, plutôt intéressantes. Mais ce qu'il est encore plus, c'est la suite. Si Oda s'inspire bien de ce mythe pour le combat de Luffy et Kaido, alors le mont Fuji, proche de la capitale des fleurs, pourrait enfin avoir un rôle puisque oui, il s'agit d'un volcan. Luffy va-t-il utiliser cette montagne dans son futur combat contre Kaido? Eh bien s'il continue à donner à Luffy la symbolique de Zeus, c'est effectivement totalement probable. Et si on reste sur la partie élémentaire de ses pouvoirs, Luffy a déjà utilisé un semblant de foudre et d'électricité, la première fois dans Strong World et la seconde fois face à Don Chinjao. À tout moment, en plus du feu, Luffy pourrait invoquer et contrôler la foudre en combinaison avec Nami et le véritable Zeus. Si je vous dis ça, c'est parce que de voir Luffy attraper cet éclair m'a rappelé une petite phrase d'un certain
certain personnage que j'ai largement mentionné il y a très peu de temps, Barbe Noire. Ce dernier, en expliquant les pouvoirs des ténèbres à Ace, disait que ce pouvoir attirait tout ce qui passe à sa portée. Des balles, des coups de sabre, des impacts physiques, des flammes ou même les éclairs. Serait-ce donc là un foreshadow de la part d'Eiichiro Oda teasant à la fois le combat final de son œuvre ainsi que les nouveaux pouvoirs de Luffy? Ça, je vous laisse en juger par vous-même. C'est la fin de cette review les bros, j'espère que toutes mes idées et théories vous ont plu, c'était un plaisir de mon côté. Je vous invite la semaine prochaine à me retrouver pour une toute nouvelle vidéo théorie. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, peace.